Chers abonnés d'Omerta, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Avant de démarrer, je vous rappelle la présence en kiosque de notre dernier magazine, L'enfance de tous les dangers, dans plus de 5000 kiosques en France, consacré aux menaces qui pèsent sur nos chères têtes blondes. Ultraviolence, wokisme, phénomènes sectaires, éducation nationale déstructurée, des enquêtes sur la pédocriminalité. C'est à retrouver dans les kiosques en France et aussi sur notre boutique internet, la boutique internet d'Omerta, dont le lien est en description de cette vidéo. Pour ce nouveau grand entretien, j'ai le plaisir de recevoir Martial Bild. Bonjour. Bonjour Charles Danjou. Qui est directeur général de TV Liberté, dont vous êtes d'ailleurs un des présentateurs vedettes. TV Liberté, c'est une web télé fondée en 2014 par Philippe Millot, que nous saluons chaleureusement. Mais avant d'entrer dans le sujet TV Liberté, le grand public vous connaît parce que vous avez eu plusieurs vies. D'abord, vous avez été cadre du Front National. Vous êtes occupé notamment de la partie communication de Jean-Marie Le Pen du parti pendant des années. Puis vous avez été chef d'entreprise et vous avez décidé en 2014 de rejoindre cette aventure TV Liberté à une époque où il faut dire qu'il n'y avait pas énormément d'offres, on va y revenir. Qu'est-ce qui vous a donné envie comme ça dans ce parcours, dans ces trois étapes importantes de votre vie professionnelle et personnelle aussi? Qu'est-ce qui vous a donné envie comme ça d'évoluer et d'arriver dans l'information alternative aux médias mainstream depuis 2014? C'est le privilège de l'âge d'avoir plusieurs vies, vous savez. Vous verrez. Mais ce qui est important pour moi, c'est de trouver le lien ténu entre ces trois vies que vous avez évoquées. Et je pense que ce lien, c'est celui de la liberté. J'ai considéré que mon engagement politique à 15 ans était celui de la liberté. La liberté, elle devait se cultiver contre l'idéologie, la matrice totalitaire qui est celle du nazisme qui avait disparu et celle du communisme qui était très présent. Et mon premier engagement, c'est pour la liberté contre le communisme. C'est vraiment cette lutte contre cette idéologie. Ensuite, chef d'entreprise, eh bien, c'est la liberté entrepreneuriale. Et puis enfin, TV Liberté, comme son nom l'indique, c'est la recherche de la vérité. Est-ce que la vérité, elle seule, rend libre? Quelle est l'idée de TV Liberté au départ? Parce qu'on est en 2014, donc c'est une web télé qu'on trouve sur YouTube. Et quelle a été l'intuition pour occuper un créneau qui jusque-là était, faut dire, assez largement inoccupé? Les gens regardaient d'ailleurs pas tellement YouTube, mais en tout cas pour ce qui est de la recherche d'informations, d'actualité, les gens étaient encore vraiment sur les médias mainstream, sur la télévision. Qu'est-ce qui a poussé cette initiative sur Internet, sur YouTube en particulier? Cette initiative, c'est celle d'un homme déjà, qui s'appelle Philippe Millot. C'est lui qui conçoit l'idée que pour défendre l'esprit français, défendre la civilisation, voir le monde multipolaire tel qu'il se présente à nous, il faut trouver une voie, un vecteur, un clairon pour pouvoir informer les Français. Et il trouve que la conjonction entre la baisse des prix des techniques et des matériels audiovisuels et la création et la présence des plateformes vidéo est une conjonction qui permet à une droite populaire, à une droite sociale, à un mouvement social, un mouvement populaire, un mouvement national, de pouvoir s'exprimer très largement et au-delà d'ailleurs des conventions politiques, puisque très vite il considère qu'il va falloir que tous ceux qui défendent la France, les amoureux de la France, puissent s'exprimer sur TV Liberté. Donc ça va déjà très vite quelque chose de plus large et je vais être appelé parce que je suis en capacité, pense-t-il, et somme toute le temps lui a donné à peu près raison, que je suis capable de mettre en musique cette volonté. Et moi-même, je suis un homme de communication, parce qu'au sein de ma formation politique, j'ai été toujours un communicant. J'ai été directeur du journal, directeur de la communication interne, directeur du Minitel, d'Internet. J'ai aussi créé le site Internet de TVL à un moment où Internet était qu'à ses balbutiements en France. Moralité, mon idée a toujours été de trouver les vecteurs qui permettait d'informer les Français en dehors des vecteurs officiels. En fait, c'était ça la réalité. Déjà, d'être alternatif à ce qui sont les vecteurs classiques ou mainstream. Et donc, cette fois-ci, cette conjonction à la fois la vision de Philippe Millot et la capacité d'exécution de votre serviteur ont fait que nous avons pu réaliser, c'est pas aussi joli que ça, la légende est un petit peu devant nous, mais on a réussi en quelques mois à monter TV Liberté.
Vous avez une chaîne YouTube qui a un succès énorme. Vous avez à ce jour plus de 774 000 abonnés. Ces abonnés, vous les connaissez bien. Qu'est-ce qu'ils viennent trouver chez vous qu'ils ne trouvent pas ou qu'ils ne trouvent plus dans des chaînes mainstream? Parce que la presse, elle était initialement prévue pour défendre la démocratie. Or, aujourd'hui, la presse mainstream combat la démocratie. Donc, je serais tenté de dire que pour trouver un espace de démocratie dans lequel il n'y ait pas de confiscation des opinions, où on puisse avoir une libre expression des opinions, mais aussi des confrontations, eh bien, il faut trouver un mode nouveau d'information dans tous les domaines. Et TV Liberté, c'est une chaîne, en fait, dans la réalité, dissidente. C'est une forme de dissidence dont les Français ont besoin parce qu'ils voient bien aujourd'hui bien qu'il n'y a qu'un seul son de cloche qui leur est offert et qu'il faut donc trouver la vérité peut-être ailleurs. Je sais que vous avez traité d'un certain nombre de sujets chauds, notamment le traitement du Covid. Est-ce qu'il y a des sujets aujourd'hui qu'on peut renoncer à traiter parce que ça coûterait trop cher médiatiquement, ça entraînerait une censure, des procès, etc. Non. Ou est-ce que finalement, vous ne vous interdisez rien Non. Il faut être plus prudent que cela. Dans la réalité, je vais vous faire un en même temps, hein, ça tombe bien. Mais dans la réalité, je crois qu'on ne s'interdit rien et je ne crois pas qu'il y ait un thème que nous ayons évacué de peur d'eux. Ça, je ne le crois pas. Néanmoins, je vous mentirais en vous disant que nous diffusons à partir d'une île entièrement libre, au cœur d'un monde libre. Nous sommes en France, nos salariés sont en France, nos studios sont en France, la plateforme de TV Liberté, la plateforme 750 mètres carrés de TV Liberté et ses studios est en France, nous payons notre TVA en France, nos impôts en France. Moralité, nous sommes tenus par les lois françaises. Or, les lois françaises, elles ont des lois liberticides en elles. Moi, je les combats. Je suis pour l'abrogation de ces lois liberticides, mais néanmoins, c'est aux politiques de le faire. Et donc, nous sommes tenus de dire que nous sommes en liberté totale en France. Non, aujourd'hui, on est en République soviétique de France. Depuis les régimes totalitaires, on n'a jamais vu une censure si généralisée. Et permettez-moi de vous dire que la dernière semaine, entre les deux tours des élections législatives, apporte de l'eau à mon moulin, c'est la République soviétique médiatique en France, où 98% des médias ont tenu le même discours, ont fait les mêmes attaques, avec d'ailleurs, il faut bien le dire, une certaine réussite. Moralité, il faut donc bien combattre cela. Donc voilà, ce que je pense, c'est que nous ne nous interdisons aucun sujet, mais nous sommes soumis à la loi française, mais pire. Mais pire, Charles Danjou, vous le savez bien, c'est que nous sommes soumis aux lois de YouTube, qui sont des lois venues de nulle part, auto-créées par YouTube, et qui s'imposent à nous sans que nous les connaissions. Dans le cas du Covid, lors de la crise sanitaire, nous avons pris le parti de la liberté. Et nous avons eu raison de le faire, de la liberté sanitaire. Et nous avons eu raison de le faire, et je salue tout le travail qui a été mené par Élise Blaise, très particulièrement, qui a mené ce dossier pendant des mois et même des années, et qui apporte la preuve que sur tout ce que nous avions annoncé, nous avons eu raison. Mais YouTube imposait au fur et à mesure du temps des règles que nous ne connaissions pas. Nous n'étions pas... Les lois françaises, on peut les découvrir et on peut encore se défendre avec un avocat, même si la justice est ce qu'elle est. Avec YouTube, il n'y a pas de possibilité d'avoir d'avocat, il n'y a pas de possibilité de savoir ce que pense le juge, mais nous sommes punis, foudroyés, à partir de décisions absolument iniques. Et nous l'avons été souvent dans le cadre de cette lutte pour la liberté sanitaire. Nous avons vu des émissions censurées, y compris par exemple des émissions avec Nicolas Dupont-Aignan, député, représentant à ce moment-là une partie importante des Français. Il avait été candidat à l'élection présidentielle et son propos a été censuré sur TVL et l'émission a été retirée. Donc vous voyez qu'aux règles des lois françaises s'ajoutent les règles iniques décidées par, je ne sais pas où, la Silicon Valley. Donc nous avons la conjonction des décisions de la Startup Nation avec les décisions de la Silicon Valley. Et c'est dans cette ambiance-là que nous vivons. Donc je ne peux pas vous dire que nous sommes totalement libres. Ça serait mentir aux gens, je ne vais pas mentir. Qu'est-ce que vous avez pensé de la fermeture d'RT France? Et est-ce que vous comprenez les plaintes de France 24 ou de LCI ou d'autres médias qui sont aujourd'hui interdits de diffuser dans certains pays d'Afrique pour ce qui est de France 24 et puis pour ce qui est par exemple d'LCI interdit de diffusion en Russie. Comment est-ce que
vous analysez ce retour de bâton Charles Danjou, moi, je vous l'ai dit en préambule de mon propos, en exergue de mon propos, je suis pour les libertés. Voilà. Donc moi, je suis pour que la liberté de RT soit avérée et que RT puisse diffuser en France me paraissait parfaitement normal. Y compris dans les circonstances actuelles, j'allais dire même plus, puisque tout le monde savait globalement que RT était la voix de la Russie. C'était ce qu'on nous disait depuis des mois et des années. Moralité, il n'y avait donc pas grande inquiétude à ce que, comment dire, RT continue de diffuser, puisque c'était la voix du mal, si vous me permettez le point de vue mainstream. J'allais dire, il n'y avait pas d'influence. On pourrait s'inquiéter des formes d'influence. Et c'est vrai qu'on peut s'inquiéter, par exemple, de l'influence sur telle ou telle thématique que l'on peut voir à LCI. Pendant 2 années, LCI a été un média d'influence, prenant parti clairement dans ce conflit. À partir du fait que l'on interdise en France des médias étrangers, je ne vois pas pourquoi la réciproque ne serait pas vraie. C'était la porte ouverte, bien évidemment, à ce genre de comportement. Voilà, mais je suis désolé de cela parce que déterminer les influences des pays étrangers sur des chaînes de télévision françaises, à ce petit jeu-là, je pense qu'on pourrait faire des belles découvertes. Sérieusement. Alors, vous avez aussi suivi la mise sous pression des médias de Vincent Bolloré, en particulier CNews et C8, par l'ARCOM, qui est un peu le gendarme médiatique pour ce qui est notamment des chaînes de télévision. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette mise en examen, entre guillemets, puisqu'on ne sait pas encore s'ils ont réussi l'examen ou s'ils l'ont raté au moins en partie. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette initiative de l'ARCOM et du traitement qui a été réservé aux chaînes de Vincent Bolloré? Quelle foutaise. Quelle foutaise. Permettez-moi de vous dire cela comme ça, en ces termes-là, encore je suis poli. Hein. L'ARCOM, anciennement le CSA, c'est une imposture. Ce que je dise le plus, c'est une imposture. J'ai vu, moi, le CSA donner une chaîne de la TNT à Pink TV, à un personnage qui n'avait financièrement pas les moyens de mener à bien cette chaîne de télévision qui était communautariste. Donc déjà, l'idée que ça puisse être une chaîne communautariste aujourd'hui est évacuée. On l'a fait. On a donné à Pink TV. Or, qu'est-ce qu'a fait Pink TV? Elle a revendu cette chaîne TNT. C'est-à-dire quelque chose que le CSA avait offert à Pink TV l'a revendu. Et vous voulez me dire que le CSA est sérieux? L'ARCOM aujourd'hui écoute une web télé qui se dit indépendante, qui est le Média TV, qui est une chaîne web télé d'extrême gauche. Elle les reçoit très sérieusement pour savoir si elle peut, cette web télé peut aller sur la TNT. Et j'écoute l'audition. J'écoute l'audition du Média TV, dont j'apprends que son indépendance est toute relative, puisqu'ils ont des partenariats avec l'Humanité, avec Politis, avec des journaux comme ça, qui sont bien évidemment aidés par l'État et subventionnés par notre impôt. Donc l'indépendance, elle a ses limites. Et le président de l'ARCOM demande au Média TV en disant « Mais comment vous allez financer la montée sur la TNT ?» C'est 3 millions d'euros par an. 3 millions d'euros par an qu'il faut trouver. Et Média TV, les responsables disent « Écoutez, on a prévu un plan qui s'échelonnera jusqu'en 2029, il n'y a pas de plan financier. Or, l'ARCOM reçoit cette audition comme si de rien n'était. Pour toutes ces raisons-là, mais il y en a d'autres, je ne fais pas confiance à l'ARCOM, qui devrait être dissoute. L'ARCOM ne devrait pas exister. Il y a des lois en France. Il n'y a pas besoin d'un gendarme qui gendarme quoi, d'ailleurs? Qui ne gendarme, semble-t-il, que CNews. Est-ce qu'il est à craindre ou à prévoir que l'ARCOM, qui traite aujourd'hui des chaînes de télévision, puisse déporter son action sur Internet et notamment faire pression sur des plateformes de diffusion comme Dailymotion, comme Odyssée, comme YouTube, pour contrôler un petit peu ces médias alternatifs dont TV Liberté fait partie et tient une place importante. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez?
Premièrement, c'est un machin. Comme tous les machins, pour qu'il existe et pour que les gens touchent leur paie à la fin du mois, il faut bien qu'ils fassent semblant d'exister. Et donc, ils ont plutôt vocation, hein, c'est un peu comme les cancers, à s'élargir et à vagabonder. Donc, oui, bien sûr, premier point, bien sûr. J'ai vu, moi, une autre commission, un autre machin, qui est la Commission nationale des comptes de campagne, qui s'est arrogé des droits, y compris des droits de police aujourd'hui, qui n'existaient pas au début. Donc, il s'arroge des nouveaux droits et que l'ARCOM s'arroge des droits supplémentaires qui seraient d'être non plus que seulement le policier de la pensée, mais le policier tout court de l'audiovisuel, je le crois effectivement. Je crois qu'il faut s'inquiéter de cela. Sur Internet, l'ARCOM a déjà des prérogatives, sauf qu'elle a du mal, je pense, à les organiser jusqu'à aujourd'hui. Mais l'idée qu'il puisse faire la police de la pensée dans tous les domaines de l'audiovisuel, notamment parce qu'il voit une partie des Français quitter les fameux vecteurs officiels de l'information pour aller vers des vecteurs alternatifs, bien évidemment, il va falloir les sniper. Bien sûr qu'il va falloir sniper et Omerta, et TV Liberté, et bien d'autres. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut que l'ensemble de la presse alternative soit plurielle et nombreuse, de façon à ce que le sniper ne puisse pas tirer dans un seul sens, mais qu'il y ait plusieurs sens et qu'il ne soit pas donc efficace. Donc nous avons tout intérêt à multiplier cela, mais je suis particulièrement... qu'est-ce qui voudrait que je sois optimiste quant à la capacité de censurer dans notre pays? Je n'ai malheureusement aucun cas d'optimisme à vous fournir. Et quand je vois le traitement dont est l'objet CNews, qui est une presse de transition, qui n'est pas une presse mainstream, qui n'est pas une presse alternative, il y a des règles pour la presse alternative. CNews ne les a pas. Mais le ton qui est employé par CNews, cette volonté aussi d'aller sur des sujets où la presse mainstream refusait de se rendre, fait que c'est un outil aussi maintenant important et précieux dans le dispositif audiovisuel. Et je vois la hargne dont CNews est l'objet tant à l'Assemblée nationale par les groupes de fanatiques, tant à l'ARCOM, que effectivement je ne vois rien d'optimiste pour les jours, les semaines et les mois à venir. Puis nous sommes en train de parler à un moment où on nous présentait un Premier ministre communiste marxiste-stalinien comme étant la panacée de l'avenir de la France. Donc inutile de vous dire que l'inquiétude, elle est réelle pour la presse alternative. Nous ferons tout pour continuer à exister. On a dépassé bien des problèmes jusqu'à maintenant. Et pour TVL, ça fait 11 ans que nous sommes dans un champ de mines. Bon, toujours vivant. Et on a l'impression que le paysage médiatique ou la manière dont doit être traitée l'information, c'est un peu à l'image du résultat des dernières législatives. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de place pour l'entre-deux ou prise de recul. On est vraiment obligé d'être pour ou contre. On a l'impression d'insister à un combat idéologique, c'est-à-dire que les médias mainstream ou d'extrême gauche, on a l'impression se sont vraiment radicalisés et ne supportent pas. On parle des chaînes du groupe Bolloré, mais c'est finalement assez dérisoire sur l'ensemble du paysage médiatique français. Il n'y a pas que Bolloré, bien loin de là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme de radicalisation et que ce qui est reproché à CNews ou ce qui pourrait être reproché à TV Liberté ou à Omerta ou à d'autres médias alternatifs, c'est pas simplement de ne pas être dans la bonne idéologie, dans la bien-pensance, et que ce soit CNews ou les autres, eh bien, il y a un moment, il doit y avoir une sanction qui s'exerce parce que tout simplement, on n'est pas dans le cadre. Oui, il y a, j'allais dire, un raidissement évident parce que la presse mainstream classique de grand chemin, la grosse presse, elle subit deux phénomènes importants. Premièrement, une perte du nombre de ses téléspectateurs. Le journal de TV Liberté, de TF1, il y a quelques années, engrangeait 10 millions. Aujourd'hui, quand ils ont 5 millions le soir, ils sont ravis et ils font la fête. Donc il y a déjà une déperdition qui se voit dans de nombreux aspects. Je prends TF1 qui reste la plus grosse chaîne française et européenne. Premièrement, déperdition de téléspectateurs. Cette déperdition, elle se fait bien évidemment à leur détriment. Ils résistent et bougent. Mais néanmoins, ça se fait à leur détriment. Et puis, je dis résistent et bougent parce qu'ils ont compris que comme leurs téléspectateurs s'en allaient, ils créent des plateformes à nouveau pour essayer de les récupérer. Hein. Donc TF1 crée TF1+, pour essayer de récupérer ces téléspectateurs. Et puis, ils s'aperçoivent aussi, bien évidemment, qu'ils n'ont plus le monopole
du façonnage de la pensée et des mentalités françaises. Dans la réalité, ils n'ont plus le manche. Et là, il y a une forme de raidissement parce que c'est quelque chose qu'ils n'acceptent pas. Voilà. Et donc il faut revenir à ces vecteurs officiels. C'est ce que je vous dis, c'est la République soviétique d'audiovisuel où seule France Télévisions existerait, où la carte de presse est remplacée par la carte de prêche et où l'Église catholique est remplacée par l'Église catholique. Voilà. Et là, on a les grands prêtres de TF1, de France 2, de France 3, le soir à 20h, qui vous diront ce que vous devez penser, Charles Danjou. Et si vous pensez autrement, eh bien, vous serez rééduqué par France 5, Et dans cet ensemble-là, qui n'est pas un ensemble que je fantasme, qui est un ensemble que nous vivons aujourd'hui, il y a peu de place pour la résistance. Or, la résistance, elle passe par la création de médias alternatifs, mais aussi par couper les pompes afriques. Moi, je suis favorable depuis longtemps, et avant que les politiques s'en emparent, et je m'en félicite, à ce qui est la privatisation du service public de l'audiovisuel. Tout au moins, une partie de privatisation du service public de l'audiovisuel. Moi, je ne suis pas opposé à ce qu'il reste une chaîne d'État, une radio d'État. Après tout, tout gouvernement a le droit de faire sa propagande. Et dès lors qu'on sait que c'est sa propagande, après tout, pourquoi pas. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, 4 milliards d'euros sont consacrés exclusivement au service public, qui est un service qui blesse, qui insulte les Français, qui paient par leur impôt, c'est insupportable. De la même façon, et enfin, la presse écrite et la presse écrite est en soins palliatifs. Elle est en soins palliatifs, c'est l'État qui l'aide. Libération fait la Révolution avec 7 millions d'euros de l'État macronien qui arrive tous les ans. L'Humanité fait la Révolution avec un chèque de 6,5 millions d'euros tous les ans. Etc., etc. Je dis tout le temps, monsieur Arnault touche un chèque de l'État de 12 millions d'euros pour sauver le Parisien. Mais monsieur Arnault est l'homme le plus riche de la planète. Est-ce qu'il ne peut pas être un instant tout simplement mécène et déchirer le chèque qui représente 12 millions d'euros, ce qui doit être la moitié d'un tableau contemporain qu'il a dans ses chiottes. Donc voilà, le groupe Bayard, la Croix, qui donne des leçons de morale, y compris au moment des législatives, eh bien, touche 12 millions d'euros sur l'ensemble du groupe Bayard par l'État. Ils sont en soins palliatifs. Et comme ils sont tous pour l'euthanasie, moi je suis pour qu'on arrête ces aides de l'État et qu'ils meurent tous dans la dignité. Et ceux qui ne peuvent pas mourir, c'est ceux qui trouveront des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs et qui feront un système de dons. Après tout, c'est ce que nous faisons, ou d'abonnement. C'est après tout ce que vous faites. Mais là, il y a la volonté de se dire, chaque abonné, chaque téléspectateur finance finalement ce qu'il regarde. Et donc, on n'a pas besoin de l'argent de l'État, on n'a pas besoin de l'argent des banques, on n'a pas besoin de l'argent des oligarques, on n'a pas besoin de l'argent des partis étrangers, on a l'argent de nos téléspectateurs qui deviennent les garants et les gérants de notre société ou de notre association. C'est ça la vraie vie. Le boulanger qui vous vend son pain, c'est parce qu'il vend son pain qu'il vit. Il n'a pas des aides de l'État et des aides de la région et des aides du département qui lui permettraient finalement de ne plus vendre de pain et d'avoir suffisamment d'argent pour ouvrir sa boutique néanmoins. C'est ce qu'on est en train de faire. Je veux dire, il y a des journaux qui ne se lisent plus. L'Humanité, c'est officiellement 30 000 lecteurs, enfin 30 000 ventes de journaux, officiellement, parce qu'en fait, on les refourgue gratuitement ici ou là. Et pour cela, on paie 6 millions et quelques d'euros par an. Hein. Le budget de TV Liberté à l'année, c'est 4 heures de diffusion du service public. 363 jours sur 365 TVL, 4 heures du service public de nos impôts. Est-ce que ça peut durer encore? Est-ce que ces 6 milliards d'euros qu'on donne à l'audiovisuel à fond perdu pour nous cracher dessus, est-ce que c'est supportable? C'est supportable quand on nous a fait descendre dans la rue parce qu'il fallait trouver 10 millions d'euros par an pour les retraites. On a eu quasiment une révolte et on fait travailler les Français 2 ans de plus pour obtenir 10 milliards d'euros par an, alors que l'on refourgue 6 milliards d'euros à la presse pour qu'elle soit dépendante des gouvernements et des puissants. Il faut que ça s'arrête. Ce qui n'est pas pardonné à CNews ou C8 ne pose pas de problème quand il s'agit de France Inter. On voit bien que le pluralisme sur les antennes de France Inter, pour ce qui est de la ligne éditoriale ou des invités politiques, il est quasiment inexistant. C'est quand même l'État français, la représentation nationale, Emmanuel Macron qui se targue en permanence d'être
les défenseurs de la démocratie face au régime autoritaire, aux Russes, aux Chinois, à tout un tas de pays. Quand il s'agit de la France et du paysage médiatique, il y a des choses qu'on peut laisser passer, qui sont absolument pas choquantes, qui méritent absolument pas examen, quoi. Quel est le crime de CNews? En fait, il faut revenir à ça. Quel est le crime de CNews? Parce que c'est vrai que les reproches qui sont faits à CNews ne sont pas des reproches qui sont faits à France Inter, ni à LCI quand ça devient une chaîne d'information étrangère, ni à BFM quand c'est dirigé par un oligarque qui a des problèmes de fraude fiscale et 60 milliards de dettes. C'était le précédent oligarque qui tenait BFM. À aucun moment, mais à aucun moment, à l'Assemblée nationale, BFM a été amené à se justifier par une commission d'enquête des agissements de son patron. Quel est le crime de CNews? Il faut revenir à cela. Est-ce que c'est parce que c'est soutenu par M. Bolloré, catholique et français d'abord? Oula, ça c'est peut-être un premier reproche, mais il n'est pas suffisant. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il a plus de 50 ans, donc et hétéro. Donc tout ça est très compromettant. Mais plus sérieusement, le crime, c'est d'avoir ouvert un dossier, comme nous ouvrons des dossiers. Ils ont ouvert un dossier qui est un dossier important, qui est celui de l'insécurité et de l'immigration et des liens qu'il y a entre insécurité et immigration, en donnant et en informant les Français sur la réalité de cette insécurité, de cette immigration. Une immigration qui n'existait pas et une insécurité qui n'était qu'un sentiment. Et là, CNews apporte la preuve, et après tout le groupe qui va avec, apporte la preuve qu'il y a un lien entre ces deux problématiques et qu'elles sont une réalité vécue par les Français au quotidien, y compris maintenant dans le plus petit des villages. La réponse, elle était dans le temps de continuer à cacher cette réalité. Donc il fallait tuer, et il faut tuer CNews pour cacher cette réalité. Et puis il y a ceux qui ont déjà préparé la Post-France, la France de demain, et c'est le cas des fanatiques des Insoumis, qui vous disent l'immigration, oui, elle existe. Avant, elle n'existait pas. Après, on nous a dit qu'elle était une chance pour la France. Aujourd'hui, eh bien, c'est l'obligation que nous avons de l'accepter et d'aller au-delà dans une France créolisée, racialisée, racisée, dirait Jean-Luc Mélenchon. On a passé le stade supérieur. Mais CNews, c'est le reproche profond qui lui est fait, au même titre que quand TVL a été créé en 2014, quand elle a diffusé en 2014, créé en 2013 dans la réalité, nous sommes nés en même temps que la Manif pour tous. Et le reproche nous a été fait déjà dès le départ d'avoir osé poser la problématique du mariage homosexuel, comme nous avons posé la problématique des revendications des Gilets jaunes et précédemment des bonnets rouges, comme nous avons posé la problématique concernant la crise sanitaire, comme nous avons posé la problématique concernant les liens que doit avoir l'Europe avec la Russie, les liens que doit avoir l'Europe avec les États-Unis. Quel est le monde dans lequel nous allons vivre? Quelles sont les grandes puissances avec lesquelles nous devons nous allier, nous entendre? Nous avons posé toutes ces problématiques, elles sont interdites. Pour avoir présenté ces idées-là, nous serons abattus, sans procès. Il faut le savoir. C'est d'ailleurs assez drôle parce que pour prendre un exemple, Cyril Hanouna dans son émission, au départ c'est plutôt une émission, il a plutôt le rôle d'un amuseur, et puis il passe sur des vraies émissions de débat politique, où il invite l'ensemble de l'échiquier, y compris les deux extrêmes, et à un moment, même lui qui essaie de faire dialoguer tout le monde, eh bien il se retrouve rattrapé par la patrouille. Et l'extrême gauche, à un moment, dit stop, on arrête, et il se retrouve incriminé pour, dit l'ARCOM, ne donner la parole qu'à un seul camp, quoi. C'est un amuseur qui donne, effectivement, qui fait de la politique, d'animation politique, journaliste pendant des débats, pendant la présidentielle. On s'aperçoit d'ailleurs qu'il est loin d'être mauvais, pas plus mauvais que les autres. Bon, ça, c'est pas difficile non plus. Et je pense qu'il se prend au jeu de cela. Et après, eh bien, il a une vision qui est une vision assez logique et assez normale. Je veux dire, chez Pollack, on se battait
mais on était, comment dire, capable d'inviter toutes sortes de personnes qui, bien évidemment, avaient des points de vue opposés. Moi, quand j'ai créé Bistro Liberté, qui est aujourd'hui dirigé avec succès par Éric Morillo, c'était ce même esprit que j'avais, c'est-à-dire de confrontation des idées et des opinions, parce que c'est ça qui fait la force. Là, nous sommes tous les deux ensemble, et c'est très sympathique, mais c'est vrai que nous allons trouver quand même beaucoup d'accords plutôt que de désaccords. Je pense même au bout de 3 litres d'alcool en fin de soirée. Bon, donc c'est sympathique. Mais la confrontation des idées, c'est aussi quelque chose d'important. Et je pense qu'Hanouna se prend à ce jeu-là, et je le comprends parce que c'est quelque chose qui est passionnant et qui lui permet d'avoir une maîtrise plus importante de ce qui se passe dans l'actualité, plutôt que d'être l'amuseur public. Mais ça ne lui est pas autorisé. Ce qui est autorisé, c'est Barthès sur TF1, la chaîne TF1 bis, là, de façon à imposer ce que l'extrême centre a décidé d'imposer. Car l'extrémisme, il n'est pas dans cette formulation-là, il est totalement à l'extrême centre. C'est lui qui a une capacité d'extrémisme total, empêchant les uns et les autres de s'exprimer, ou s'entendant avec les uns et les autres selon, on l'a vu pendant les législatives, on est capable de faire appeler à voter LFI, puis le lendemain à diaboliser LFI, puis le surlendemain à s'entendre avec LFI, et ainsi de suite. C'est l'extrême centre qui mène la danse, qui considère qu'il mène la danse. Mais ça, c'est en train de se terminer. Et là, nous sommes dans une période féroce pour eux, de très grande inquiétude et donc de volonté de répression, de réprimer cela. Parce que à tout dictateur de l'extrême centre qui existe, la seule possibilité pour eux, c'est de réprimer cela. Et ils répriment, et ils répriment, et ils répriment encore. Et pourtant, ils sont en train de perdre. Qu'est-ce qui, vos journalistes de TV Liberté sortent d'écoles de journalistes, desquels sont issus les journalistes d'LCI, enfin des chaînes mainstream? Qu'est-ce qui a en plus chez TV Liberté pour traiter les sujets, pour que ces journalistes qui choisissent la presse mainstream ne trouvent pas? Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qu'il y a chez TV Liberté qui peut manquer aux autres pour faire pleinement leur travail? C'est une très bonne question. Premièrement, ils ne viennent pas tous d'école de journalisme, donc ils ne sont pas formatés. Je crois qu'il y a un carré maléfique, en fait, pour la presse audiovisuelle, dont on pourrait mettre d'un côté du carré, c'est l'État, le deuxième, c'est les annonceurs, le troisième partie du carré, c'est la publicité elle-même, et puis les écoles de journalisme qui bouclent le carré. Les écoles de journalisme sont des écoles de formatage. Et moi, je suis plutôt tenté toujours de dire, faites des études pour aller jusqu'à l'école de journalisme. Une fois que vous serez à l'école de journalisme, allez vivre directement dans les médias et aller sur le terrain. Jean Madiran, qui était un grand journaliste et patron de Présent, m'avait dit un jour, Martial, j'avais dit, moi je ne suis pas journaliste. Je dis, j'ai un journaliste. Je n'étais pas journaliste, je faisais aussi de la politique et tout. Il m'a dit, mais un journaliste, ce n'est pas quelqu'un qui a sa carte de presse, c'est quelqu'un qui va sur le terrain, c'est quelqu'un qui vit, c'est ce que vous faites au quotidien, quelqu'un qui voit et qui cherche par lui-même à comprendre, sans parti pris. Sans parti pris. Voilà. Il peut y avoir des partis pris, mais au moment où vous traitez cette information-là, ça doit être sans parti pris. Je regarde objectivement les choses et après je façonne mon point de vue à partir d'un point de vue qui est au départ objectif. Je n'essaie pas d'imposer mon point de vue et de coller mon point de vue aux images ou aux propos de tel ou tel invité. Donc je pense qu'à TV Liberté, où on n'est pas bien payé, où les conditions de travail sont quand même plus viril que dans la presse mainstream. Pourquoi nous avons peu de problèmes de recrutement? Nous avons eu des problèmes de recrutement au départ des techniciens qui sont venus de Canal+, de M6, etc., que nous avons engagés, parce qu'au départ, à la création de TVL, les techniciens, c'était difficile. Pour les journalistes, non, nous avons créé notre propre école à ciel ouvert, je veux dire, de journalisme, et je pense quand même vraiment que cette notion de liberté, j'y reviens, est importante. Moi, je trouve que laisser la liberté à chacun d'avancer son point de vue, d'essayer de me convaincre, d'essayer de me convaincre, ou d'essayer de convaincre le directeur de la rédaction, qui est Élise Blesse, qui n'est pas votre serviteur, mais de la convaincre en disant, voilà, moi j'ai étudié cela, voilà ce que j'ai vu, et peut-être qu'il faut changer notre point de vue. Parce que regarde, la réalité, c'est que nous nous trompions, nous n'avons pas vu assez les choses. Cette capacité-là, je pense que nous l'avons. Une nouvelle fois, il n'y a pas de formatage et nous n'imposons pas les points de vue. Combien de journalistes dans le mainstream me disent « je ne peux pas le dire ». Tu comprends, Martial? Je suis d'accord avec toi, je ne peux pas le dire.
Moi, à TV Liberté, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui me disait « j'ai pas pu dire ce que je pensais ». Voilà, je le fais, je le dis. Bon, cette liberté-là, je pense qu'elle elle a son charme. Pour la période estivale là, dans laquelle nous sommes entrés, vous gardez vos programmes comme toute l'année, ou vous avez des formats Voilà, spéciaux on diffuse 3 heures, 3 émissions au moins par jour, 3 émissions quotidiennes, dont un journal télévisé, qui fait quand même aussi l'importance de TVL, parce que c'est un travail très dur, très lourd. Vous faites des documentaires, des reportages, c'est aussi comment dire, des travaux qui sont très longs, très durs, très lourds à porter. Le journal télévisé, c'est beaucoup de monde pour le préparer. Ce n'est pas les 250 de TF1, hein, parce qu'ils sont 250, nous, c'est quand même légèrement moins, parce qu'ils doivent être 6-7. Mais néanmoins, c'est quand même pour nous important. Ce journal télévisé, normalement, s'arrêtait pendant 2 ou 3 semaines d'habitude. Là, en raison de l'actualité, il va se poursuivre jusqu'au 3 août et il reprendra dès le 12 août. Donc en fait, il n'y aura qu'une semaine où le journal télévisé sera non disponible. Et puis nous continuons, bien évidemment, pendant ce temps-là, à avoir nos invités, nos émissions pendant toute l'année. Nous arrêtons maintenant quasiment plus TV Liberté. Je crois que nous avons 363 jours de présence sur 365. Je crois que c'est le 1er janvier où on n'est pas là le jour de Noël. Voilà, ça aussi, c'est important. Je trouve que il faut garder ce rythme. Pour nous, c'est un rythme qui est un rythme quotidien, et ce rythme-là, nous voulons le conserver. C'est en 10 ans le fait que nous présentons maintenant des émissions spéciales le samedi, des émissions le dimanche. Il n'y a plus une journée dans laquelle nous ne soyons pas présents, de façon à fidéliser, ce qui permet aussi d'avoir les 770 000 abonnés dont vous parlez, qui, normalement, aurait dû s'ajouter aux 440 000 ou 450 000 que YouTube nous avait censurés en supprimant nos chaînes il y a quelques années, mais qui s'ajoutent aussi aux 1 million d'abonnés, que ce soit sur Facebook, sur Telegram, Instagram, Twitter, TikTok. Je crois que je dois encore en oublier, parce qu'on essaie d'être présent sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc c'est une machine aujourd'hui qui fonctionne avec succès. Et moi, je m'honore de penser que nous avons réussi là où personne ne pariait véritablement sur la capacité de durer. Et Philippe Millot a eu vraiment cette volonté de maintenir de manière entrepreneuriale notre TV Liberté, et c'est vraiment un succès. Et c'est un succès parce qu'aujourd'hui, sans en avoir la paternité, j'ai aucune revendication de rien, aujourd'hui naissent 1000 fleurs de la presse alternative autour de nous, et je trouve que c'est un foisonnement intellectuel qui est remarquable au regard de l'extrême gauche qui n'est pas capable de faire quoi que ce soit dès lors qu'elle n'est pas subventionnée. Et même quand elle est subventionnée, elle fait de la merde. Pardonnez-moi l'expression. Donc là, il y a quand même vraiment des motifs de satisfaction communs. Autant nous réjouir, parce qu'on se réjouit rarement des bonnes choses. Eh bien, la bonne chose, c'est que le foisonnement intellectuel, que la créativité, que la création originale, elle se fait aujourd'hui dans notre grande famille de pensée des amoureux de la France. Il faut dire aussi, on en parlait l'autre jour, quand vous avez eu la gentillesse de me recevoir pour présenter le documentaire tchétchène, vous avez aussi un auditoire qui n'est pas issu, je dirais, de la droite classique française, etc. Vous touchez des gens, des profils assez divers, en fait, aussi. Oui, c'est vrai que je vous ai dit au départ, l'idée c'était une droite de toutes les droites, une chaîne de toutes les droites. Très vite, nous avons évolué vers, je vous le dis, un terme qui est plus simple, le défenseur de l'esprit français, dans lequel, bien évidemment, des gens de gauche peuvent venir. Bistro Liberté, nous accueillons des gens de LFI. Au Média TV, je n'ai jamais été invité et aucune personnalité ou personne de TVL n'a été invité pour apporter la contradiction, confrontation. C'est quand même ça la réalité de ce monde-là. C'est un monde sectaire, absolument. Un monde totalitaire, où le point de vue différent n'a pas le droit d'exister. Ça n'est pas notre façon de penser. Peut-être notre faiblesse, mais c'est notre honneur aussi. C'est notre honneur. Bon, et donc, très vite, TVL s'est élargi encore. Aujourd'hui, la France, elle est plurielle. Nos studios sont au cœur du Val-de-Marne, au milieu de l'immigration, au milieu d'une France qui est une France qui souffre. Eh bien, TVL, c'est au sein de cette France-là, on est au cœur de la cité, on n'est pas dans un monde idéalisé, on n'est pas planqué à 3000 km, on n'est pas planqué dans une cave, on est au cœur de la cité. Et au cœur de la cité, il y a des personnalités où on ne s'attend pas à cela, où notre propos, notre point de vue est entendu et apprécié, et nous en tenons compte. Et aujourd'hui, c'est vrai, je vous le disais, mais sur 10 personnes qui me disent bonjour dans la rue, eh bien, il y en a 5
ou 6 pour lesquels je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent dire je suis un téléspectateur de TV Liberté, je suis content de faire votre connaissance. Des fois, ils ne connaissent pas mon nom, des fois, ils voient à peu près qui je suis, mais c'est plutôt l'invité qui les a, intéressés. Un jour, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, dans le bus, et je voyais un petit groupe de 5 ou 6 jeunes issus de la diversité, comme on dit, issus de l'immigration, qui se tenaient parfaitement bien, évidemment, mais qui se marraient entre eux, etc. Et tout. Et puis, je viens target la cible. Je voyais bien que c'était moi qui les intéressais, etc. Et tout. Et je me suis dit, comme je ne partais pas du principe idiot qui ne regardait pas TVL, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que j'ai sur moi, qu'est-ce qui ne leur va pas dans ma gueule, quoi. Et en fait, dans la réalité, non, pas du tout. Ils m'ont dit, mais vous êtes Papacito. Vous êtes le type qui interroge Papacito. Donc, ils ne savaient pas comment je m'appelais, mais moi, j'étais le type qui avait interrogé Papacito. Donc, j'étais rentré, si vous voulez, dans le club des types qui sont bien. Et c'est comme ça toute la journée. Et donc, je vois bien qu'on touche des publics complètement différents. Est-ce que ça me fait changer de mon point de vue sur ce que nous disons ? Non. Mais ça me fait apprécier l'ensemble des informations que nous donnons à l'aune du fait que, nous sommes aujourd'hui entendus par... la réalité, c'est qu'il y a 2,5 millions de personnes qui nous regardent tous les mois. Unique 2,5 millions de personnes. Il nous en reste encore 65 millions à convaincre. Mais dans la réalité, c'est plus de 5,5 millions, quasiment 6 millions de vues aujourd'hui pour TV Liberté. Et il est évident que ce n'est pas le jeune catholique de Versailles, seulement lui, qui écoute TVL, même s'il écoute TVL et que c'est très bien, en l'occurrence. Il a le droit de le faire, au contraire. Pour soutenir TV Liberté, nos amis auditeurs peuvent s'abonner à votre chaîne YouTube, mais je crois que vous êtes en ce moment aussi en campagne de dons. Est-ce que vous pouvez en dire un mot ? Oui, alors là, c'est un mot. En fait, moi, j'ai 3 heures là-dessus. Là, on ne m'arrêtera pas. Mais je vais faire vite. Oui, bien sûr, il faut liker, partager, aimer les émissions de TVL, parce que ça permet, bien évidemment, de remonter et que les algorithmes prennent en considération nos émissions. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument gratuit, mais qui est important pour nous. Et puis de partager en disant aux amis, regarde, j'ai vu telle émission, regarde-la, etc. Et tout ça, c'est gratuit, et j'assiste là-dessus, mais c'est très important pour nous. Voilà. La deuxième chose, c'est que nous avons fait le choix de l'indépendance. Je vous ai dit, pour ne pas dépendre de l'État, pour ne pas dépendre des banques, etc., il fallait avoir des décisions fermes et définitives. Pas de publicité intempestive. Il n'y a pas de publicité chez nous. Qu'est-ce que nous devions faire encore ? Une information exemplaire et vérifiée. Ça aussi, on ne se laisse pas aller. Voilà, on ne se laisse pas aller à la facilité, à faire plaisir. Ça, ce n'est pas possible. Nous, notre information, quand vous l'écoutez sur TVL, elle doit être exemplaire et vérifiée. Voilà. Sinon, on n'est pas au niveau. Voilà. Et si on n'est pas au niveau, on fait autre chose. Ça, c'était le deuxième principe, mais qui est essentiel, qui pourrait être le premier principe. Et enfin, une autonomie et une indépendance. Pour qu'on puisse dire qu'on était libre, il fallait que nous soyons seulement, bien évidemment, financés par nos téléspectateurs. Et le don, le financement participatif, comme on dit maintenant, mais le don, c'est vraiment encore, je pense, la plus belle façon, la plus vertueuse d'être financé, ou par l'abonnement, qui revient au même système. C'est un système qui est vertueux, qui est un système fragile, difficile, qui nous oblige, on me dit tout le temps, mais tu es toujours en train de demander de l'argent. Oui. Évidemment, oui, je suis toujours en train de demander de l'argent, parce que si on veut passer à 4 heures de diffusion par an, si on veut être un jour sur la TNT... C'est pas gratuit. Oui, voilà, c'est pas gratuit. Et ça aussi, il faut que les téléspectateurs comprennent ça, parce que nous, on laisse tout gratuitement, exprès, pour que... l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y ait des centaines de millions de personnes qui nous découvrent, pas des dizaines, des centaines de millions de personnes. Donc, il faut que ça soit gratuit. Mais ce n'est pas parce que c'est envoyé gratuitement que ça a été gratuit à faire. Et ça, je pense qu'il faut que les Français le comprennent, ou que les téléspectateurs de la presse alternative le comprennent bien, d'autant plus, Charles, qu'ils se permettent, qu'ils sont soumis et qu'ils subissent le fait qu'ils paient continuellement, tous les ans, l'équivalent maintenant de 150 € pour financer la presse qui les conchit. 150 € qu'ils paient directement, parce que là aussi on me dit, on ne paie plus la redevance audiovisuelle, Martial, donc tu dis quoi, on ne paie plus la redevance télé? Non, mais on continue à donner l'argent. Donc si on continue à donner l'argent, c'est que l'État le trouve quelque part. Alors il va le chercher aujourd'hui sur la TVA qu'il prend. Donc les 6 milliards d'euros pour l'aide à la presse et aux services audiovisuels, c'est sur la TVA qu'il le paie. La TVA, jusqu'à nouvel ordre, c'est vous et moi qui la payons. Et tous ceux qui nous regardent. Tout le monde la paie. Donc moralité, nous payons l'humanité, nous payons Libération, nous payons La Croix, nous payons France 2, nous payons France 5, nous payons, mais quand nous diffusons avec les idées
leurs idées, nos idées, que nous les respectons, que nous essayons de faire un travail qui techniquement progresse. Nous avons travaillé sur la lumière, nous avons travaillé sur le son, nous travaillons pour donner un produit qui soit le produit qu'on pourrait trouver ailleurs. Tout cela a un prix. La liberté, ça a un prix. Et ce prix-là, c'est celui de quelques euros par semaine, par mois, par an, pour l'organe de presse que l'on aime. C'est tout l'enjeu. Si cet enjeu-là, on ne le passe pas, alors il n'y aura pas d'avenir pour la presse alternative. Mais vous le voyez, Charles d'Anjou, la presse alternative, elle a un rôle. Quand la presse mainstream décide en une semaine de diaboliser telle ou telle partie, telle ou telle personnalité, il n'y a plus de possibilité de manette pour contrecarrer cela. Et en une semaine, on passe de victimes à coupables, de personnes représentées à personnes non représentables ou peu représentables. Moralité, la presse alternative, c'est un môle de résistance. Et il faut que vraiment chacun le comprenne bien. Aujourd'hui, il y a des auteurs qui vivent de leurs livres grâce à la presse alternative. Il y a des intellectuels qui peuvent développer leurs idées, leurs concepts grâce à la presse alternative. Si celle-là meurt, ils mourront avec car ils n'auront pas l'autorisation de s'exprimer ailleurs, même dans la presse de transition, pour l'instant. C'est ça l'enjeu, c'est quelques euros, c'est en fait dans la réalité la possibilité du foisonnement intellectuel dont je vous ai parlé, de la capacité, eh bien vous êtes allés en Tchétchénie, nous sommes allés nous à Mayotte, nous avons fait des documentaires sur place pour montrer la réalité de ce que les gens vivent, mais sans œillères, avec vraiment des vraies lunettes. Et ça vaut tous les ors du monde. Vous avez compris, chers amis auditeurs, l'ADN d'Omerta et TV Liberté est à peu près le même, c'est vous montrer ce que les médias mainstream ne peuvent ou ne veulent vous montrer. Et donc, il est important de soutenir TV Liberté. Martial, merci. Merci à vous de votre invitation. Pour soutenir TV Liberté, vous savez ce qu'il vous reste à faire et je vous dis à très bientôt.